Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit live débrief. Ça faisait très très longtemps que j'étais pas venu faire un live. C'est comme je vous l'ai expliqué, enfin pour ceux qui me suivent un petit peu sur notre application qu'on a mis sur Discord. Ces derniers temps, j'étais un petit peu pris au niveau du boulot, au niveau santé et tout. Donc voilà, maintenant je suis de retour. On reprend comme avant, on reprend les lives débrief. On va essayer de structurer ça un petit peu mieux que ce qu'on faisait avant. Donc voilà, on va parler dans un premier temps de Liverpool. Comme j'ai pas pu vous donner mon analyse dessus, je vous ferai brièvement, je vous donnerai brièvement mon avis. On passera directement après sur le match face à Rennes, victoire du Paris Saint-Germain 1-3. Donc un match où il y a beaucoup de choses à dire, du positif comme du négatif, mais on va essayer de retenir surtout le positif. Et puis on finira par une petite foire aux questions. Et voilà, donc c'est parti, on va lancer tout ça. C'est parti. Avant toute chose, je tiens à remercier Jals qui va m'accompagner sur ce live. Donc Jals Parisiano qui va avec moi analyser et donner son avis sur le match justement face à Liverpool. Et puis par la suite sur le match face à Rennes. Merci à toi Jals d'être parmi nous. Salut à toi. Salut à tous, bon dimanche à tous. Voilà, une petite victoire, ça fait du bien. Que des victoires en Ligue 1, donc c'est bien. C'est le positif, c'est du positif. Donc, voilà, pas de blessure, c'est le plus important. C'est le plus important. On va revenir dans un premier temps sur le match face à Liverpool. Donc c'est vrai que j'ai vu beaucoup d'avis se porter sur le négatif, faut quand même le reconnaître. Il y a beaucoup de choses négatives, c'est vrai qu'on a remarqué. On s'est retrouvé quand même dans une situation, et tu confirmeras un petit peu ça, Jals. On se retrouve encore dans une situation où on est à l'extérieur et que on ne reconnaît pas notre équipe, on ne reconnaît pas notre jeu, on voit plus de transmission aussi limpide que ce qui paraît pendant toute la saison. Voilà, ça a été un petit peu, surtout le côté offensif qui ne fait pas de repli défensif, on va y revenir. C'est quand même les éléments qu'on retient sur cette rencontre, Jals. Ouais, tout à fait. Donc en fait le problème qu'on a depuis longtemps identifié, c'est nos problèmes contre les gros à l'extérieur, ou que ce soit en poule. On l'avait vu face à Arsenal qu'on avait complètement dominé de la tête et des épaules, ou même au Real Madrid en poule il y a 2-3 ans. C'était encore sous l'ère Laurent Blanc, première saison de Kevin Trapp, où on avait dominé, on avait fini par perdre. Donc on voit que à l'extérieur on a quand même quelques carences et qui perdurent malheureusement. Donc moi mon analyse comme ça, un peu à froid, après avoir regardé un petit peu, puis après avoir regardé la physionomie des matchs de ce week-end, notamment hier la victoire de Liverpool face à Southampton, où ils ont encore mis une grosse intensité dès le début du match et où ils ont plié le match en 25 minutes. Il y avait 3-0. Donc au final, quand on voit nous le score, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses négatives, mais au final, il faut souligner aussi l'état d'esprit du PSG. Quand je dis état d'esprit, c'est peut-être pas au niveau de l'attitude sur le terrain en tant que dominateur, mais c'est dans la façon et la capacité à encaisser et ensuite à enchaîner. De passer de 2-0, c'est quand même énorme en termes de défi en Ligue des Champions. Quand tu perds 2-0, généralement c'est plié. On est revenu à 2-2, oui, ce qui est quand même énorme. Pas loin du 3-2 même. On peut même aller jusqu'à dire pas loin du 3-2. On a une balle de 3-2 et malheureusement on la rate. Par l'intermédiaire de Draxler, et malheureusement à la toute dernière seconde une perte de balle d'Mbappé qu'on va pas critiquer parce qu'il est jeune encore, une perte de balle malheureuse, et puis voilà un exploit de Firmino qui marque un but tout seul. Et voilà, après oui, au niveau de l'attitude c'était pas génial, mais un mauvais PSG, enfin pas un PSG des grands soirs. Parce que tactiquement, au niveau rigueur tactique, on n'a pas été si mauvais que ça. On a plutôt été même discipliné. Après, c'est vrai que en termes d'intensité, si on avait mis un peu plus d'intensité, on aurait pu créer soit l'exploit, soit vraiment tenir la dragée haute à ce Liverpool. Après, c'est bon signe, et moi j'y vois quelque chose de prometteur à l'avenir. Il faut pas avoir le verre à moitié vide, mais plutôt à moitié plein.
Voilà. C'est ce que je retiens, moi. Je suis plutôt d'accord dans l'ensemble. Moi, ça a été un peu le discours que je tenais, et tu pourras le confirmer, Giles, depuis la fin du match, hein, tout simplement, que ça peut être tout simplement aussi un mal pour un bien, dans le sens où là, on se retrouve pas dans une phase à élimination directe, où on rate notre premier match, et que après c'est quasiment mission impossible de rattraper sur le match retour, ou tout simplement John, c'est sur un match... si c'était un match à élimination directe, un résultat comme ça, moi je signe. Ah, exactement, Avec un exactement. 3-2 au match aller et puis avec un match retour chez nous, franchement, C'est ça. y a de quoi largement passer. Hein. C'est ça, exactement. Donc moi j'ai envie de voir ça comme ça, et puis ça montre aussi les petites carences qu'on a de repli défensif qui ne sont pas forcément effectués par nos trois attaquants phares qui sont Cavani, Mbappé et Neymar. Ça montre aussi à notre coach, à notre nouveau coach qui a l'équipe en main depuis à peine 8 semaines, qui voit tout simplement d'où viennent les déchets, d'où viennent les erreurs tactiques, qu'est-ce qui n'a pas été. Évidemment, ce match-là, ils ont dû le revisionner une dizaine de fois pour vérifier un petit peu les postes, les positionnements. Moi, je pense que c'est bien que ce genre de match-là, où on se fait bousculer quand même assez violemment, mais qu'au final, on ne perd que 3-2 à l'extérieur quand même dans un endroit où il est très difficile, enfin dans un stade où il est très très difficile d'aller chercher des points déjà pour les grosses équipes anglaises du championnat anglais. Et donc de savoir qu'un homme comme Tourelle, enfin un entraîneur comme Tourelle, on lui montre tout de suite les carences dès le début pour qu'il puisse travailler sur les 5 prochains matchs qui vont être déterminants pour la qualification en 8e. Moi, je pense que vaut mieux dans ce sens-là que dans l'inverse. Hein. Je préfère voir ça plutôt que ce qu'on avait vu. La sirène d'alarme, souvenez-vous qu'on avait activé l'année dernière après le match qu'on a fait au parc face au Bayern, où on avait gagné, si je dis pas de bêtises, 3-0, mais que le match ne reflétait absolument pas le score, et que au final, on s'est fait corriger à l'extérieur au Bayern. Et là, on avait déjà une première alarme, mais on se souciait pas trop parce que tout ce qu'il y avait autour cachait un petit peu le problème, quoi. Et puis il y avait cette fameuse victoire 3-0 qui cachait aussi le problème. Là, il y a rien qui cache le problème. Le championnat, on sait qu'on va rouler dessus. Le championnat, on sait qu'il est à notre portée, et ça depuis un moment. On sait que c'est la Ligue des Champions qu'on vise surtout cette année. Et mine de rien, c'est bien de. Enfin, moi, j'estime que c'est pas mal que le staff et le coach se rendre compte dès maintenant des problèmes qu'on peut rencontrer pour la suite de la compétition, et surtout pour le fameux la deuxième partie de saison qui est la plus importante, c'est-à-dire la période février-mars. Qu'est-ce que t'en penses ? Exactement, je confirme tes propos. Vaut mieux, on va dire, entre guillemets, se louper dès le début et puis être présent au printemps plutôt que l'inverse. Parce que généralement, ça a été plutôt l'inverse ces dernières années, donc... il vaut mieux justement se louper dès le début et puis après rectifier le tir plutôt que ce soit magnifique et qu'on nous voit trop beau et puis qu'on descende sur terre au printemps dès la première difficulté qu'on pète comme un coureur au Tour de France, quoi, tu vois. Alors, je vais lire juste un petit peu les messages. Déjà, je vais tous vous remercier d'avoir pensé à m'envoyer le petit message pour mon anniversaire, c'est super sympa. J'ai essayé de répondre à tout le monde, merci beaucoup. Vraiment une très bonne communauté, très bonne, une très grande famille. Donc merci à vous tous. J'essaye, si je vous lis pas tout de suite, c'est normal, j'essaye vraiment de structurer un petit peu le live pour qu'il soit de meilleure qualité pour vous, que ce soit pas tout le temps les mêmes sujets qui reviennent. Là, je vais juste lire le message de JM qui nous répond et qui dit: pour moi ça m'inquiète, je suis pas du tout d'accord avec vous. Le seul point positif, c'est que ça arrive en septembre pour qu'on puisse recruter un milieu pour aider Rabiot et Verratti et terminer Marquinhos au milieu. Qu'est-ce que t'en penses, Marquinhos au milieu, sur ce match-là? Bah écoute, Marquinhos au milieu, mais pourquoi? Parce que Verratti est suspendu. Il faut arrêter avec ce fantasme de journaliste sur le fait de notre milieu de terrain, pas milieu de terrain. Écoute, un milieu de terrain, tu peux ramener la sentinelle que tu veux. Si tu n'as pas les trois offensifs qui font les efforts défensifs par rapport à un repli, tu te feras bouffer, tu prendras des vagues dans tous les cas. Donc la presse, c'est eux qui ont monté en épingle cette histoire du fameux 6. Et 6, ça n'existe plus. Dans le football moderne, il n'y a pas de 6, il n'y a pas de truc. Qui c'est le 6 du Real Madrid? C'est Toni Kroos, le 6 du Real Madrid.
Et ben on s'est aperçu que qui provoque le penalty l'année dernière contre nous l'année dernière, Tony Kroos. Donc voilà, il y a un dépassement de soi qu'il faut qu'il soit. Donc c'est un milieu de terrain à 2, à 3 ou autre, mais une vraie sentinelle comme ça à l'ancienne, il y en a plus. Regarde ce genre de profil, t'as plus ça. T'as plus ça. Un vrai défensif comme ça à la Deschamps, vrai ratisseur de ballon. T'en as plus autant que ça. Donc comme je t'ai dit, pour moi c'est un faux débat. C'est juste une histoire de trouver la structure. Après, bien évidemment, une recrue qui viendrait, je cracherais pas dessus. Oui. Mais après, c'est une véritable organisation. Une équipe qui est organisée en bloc. Tu peux mettre qui tu veux, il n'y a pas de problème. C'est vrai. Voilà ce que je pense. Donc voilà, en résumé, pour pas rester non plus sur ce sujet-là, on a passé 10 minutes dessus. Je trouve que c'est suffisant. Pour résumer, de mon côté, et je pense que Jal c'est un peu du même avis que moi, c'est un mal pour un bien. On a vu beaucoup de choses négatives, certes. On a retrouvé un état d'esprit qui était quand même assez similaire de ce qu'on a vu lors de la remontada et surtout l'année dernière face au Real. Donc, c'est une première alerte qu'on a au mois de septembre, en fin de septembre. C'est bien, ça nous permet d'anticiper pour les matchs à venir. N'oubliez pas que ce n'est qu'un match. Ce n'est qu'un déficit de -1 en termes de goal average et qu'il nous reste 5 matchs. Il nous reste 5 matchs et que sur les 5 matchs, il nous en reste 3 à domicile. Donc, et je vais préciser, ce n'est qu'un premier match. Un premier match, exactement. Dans une ambiance aussi qui est très propice au match à l'anglaise. Donc, voilà. J'ai pas envie de dire c'est bien, évidemment, parce que ça ne l'est pas. On a vu beaucoup de choses négatives, mais on va pas rentrer dans le détail. Mais j'ai pas envie d'être plus inquiet que ça et je vais pas taper sur le club ou les joueurs en particulier parce que j'attends. Je pense qu'il y a plein de paramètres qui rentrent aussi en compte, qui font que il y avait des absences en plus, il y avait Verratti qui était absent, il y avait Gigi Buffon qui était pas encore là. Donc exactement. Il y a aussi pas mal de choses à prendre en compte. Maintenant, il y a eu un match aujourd'hui et je pense que c'est là-dessus que tu voulais passer, je pense. Ouais, c'était sur voilà, exactement. Et puis surtout, comme je le disais tout à l'heure pour ceux qui étaient sur le Discord, comme je le disais, c'est exactement aussi le genre de choses qui arrivent pour des grosses équipes comme le Real, le Barça ou autre, où il y a des trous pendant le démarrage de saison, même en Ligue des Champions, et que c'est là que justement les médias s'emparent de ce genre de contre-performance-là pour dire que les équipes ne sont pas prêtes, que ça va pas aller loin en Ligue des Champions, et au final, on retrouve un Real en finale pour la 3e fois d'affilée, on retrouve un Barça qui atteint quand même l'équart ou les demi par moment. On retrouve le Bayern aussi dans ces conditions-là. Et pourtant, ils avaient loupé des débuts de saison pendant que nous, on était là, tonitruants, à taper des Celtics et compagnie, mais qui nous révélaient pas réellement nos faiblesses. Parce qu'on a toujours été face à des équipes en début de saison et surtout en poule. On a toujours, très régulièrement été contre des équipes plus qu'abordables et que celles qui ne l'étaient moins, qui étaient avec un peu plus où il fallait un meilleur fighting spirit, et là on se retrouvait en difficulté, mais on s'alarmait pas parce qu'on était déjà qualifié avant, souviens-toi Jal, sur les dernières saisons. Bien sûr, et puis là on rencontre en plus une équipe non seulement qui est dernière finaliste de la Champions League, mais en plus ça qui est en pleine bourre, qui reste qui a fait que des victoires depuis le début de saison, donc faire on va dire entre guillemets un résultat, parce que c'est quand même en soi un résultat, parce que bon, comme j'ai dit, on se prend un but à la toute dernière seconde, mais ça reste quand même un résultat, une perf. Ne croyez pas que c'est pas quelque chose, hein. Donc on les a quand même bien embêtés, on est revenu à 2-2. Rappelez-vous la gueule des supporters de Liverpool avant l'exploit de Firmino, mais la tête qu'ils faisaient, quoi. Bien sûr. Ils étaient dépités, quoi. Bien sûr. Donc voilà, malheureusement ce but relance la machine et change la donne, mais on était à 30 secondes d'un exploit, et là les discours auraient été différents. Ils auraient été différents parce qu'on dirait match réussi du Paris Saint-Germain, malgré un esprit combatif pas à la hauteur de l'événement, mais on aurait dit le job a été fait dans le sens où on a su se redresser de 2-0 à 2-2, aller chercher un point on field, c'est pas quelque chose de non plus très commun. Donc
Donc voilà, on a le discours, que ce soit médiatique ou que ce soit nous en tant que supporters, ou du moins par rapport à certains analystes, il aurait été dit complètement différent à 2 minutes près. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie non plus de jeter la pierre à l'équipe, j'ai pas non plus envie de faire un abattage sur ce match-là du comportement de certains de nos joueurs. Maintenant, je pense que Tourelle est l'homme de la situation là-dessus, qu'il va y avoir forcément, ou qu'il y a déjà eu, je pense, une remise en question pour certains. On va le voir pendant la suite pas du championnat, parce que pensez pas que pendant le championnat on verra des changements de comportement. Ça se jouera que sur des matchs importants, et on en aura beaucoup en Ligue des Champions pendant la première période face à Naples sur les 2 matchs, et aussi au retour au parc face à Liverpool. C'est là qu'on aura une réponse à est-ce que Tourelle est capable de changer la mentalité, parce qu'on ne parle pas de niveau de jeu, on ne parle pas de talent, on ne parle pas de collectif, on parle de mentalité, tout simplement, d'esprit combatif. Voilà. Exactement. Voilà. C'est vraiment un problème mental, et visiblement ça a bien été identifié. Je sais pas si tu as lu les dernières revues de presse concernant le club, mais ça a été bien identifié. Même Tuchel a pris connaissance, a pris une vague dans la gueule avec ce match-là, et il s'est vraiment rendu compte qu'il y avait un vrai problème de mental. Je pense que certaines de nos défaites en Ligue des Champions ont fait beaucoup plus de mal qu'on ne le pensait. Exact. Et du coup, ils vont vraiment travailler l'aspect mental, peut-être avec un préparateur mental. Je fais confiance au coach pour ça. Ok. On va clore le débat sur Liverpool, et on va passer sur le match justement face à Rennes qui a eu lieu aujourd'hui, qui a débuté à 15h. Victoire du Paris Saint-Germain, donc 3-1 face à un Stade Rennais qui a été quand même ultra combatif, moi j'ai trouvé, qui a été quand même à la hauteur de l'événement, qui n'ont pas joué que la défense, comme beaucoup d'équipes auraient fait, qui ont essayé de jouer le contre, qui ont essayé de choper le ballon, de mettre de la pression sur le porteur du ballon. Ils ont fait un excellent pressing, je trouve, surtout au milieu. On s'est souvent senti dépasser sur les côtés. Donc on va débattre là-dessus, on va analyser ce match-là. On va y aller étape par étape. Qu'est-ce que t'en penses, Jal? Sur quelle on va dire, quelle ligne on commence? Défense, attaque, milieu, gardien? Écoute, déjà, premièrement, un peu comme ce que tu viens de faire, je tiens quand même à souligner l'adversité d'aujourd'hui. Très très belle équipe rennaise. Vraiment, elle a beaucoup de talent, cette équipe rennaise. Ils sont très très rapides devant. Je pense qu'ils ont fait un recrutement très intéressant avec le rapatriement d'Emba Nyang, qui nous a posé énormément de problèmes. Exactement. Il y a un joueur, moi, que j'aime beaucoup chez eux, qui s'appelle Ismail Assar, qui est vraiment très très bon. Traoré a été très très bon aussi. Ils ont vraiment des bons petits joueurs, Ben Saibani, même Benjamin André en sentinelle. Ils ont des bons petits joueurs, des manières. Bourigeaud aussi est un très bon joueur. Ils ont des très bons joueurs, des très bons petits manières de ballon. Donc cette équipe, elle est vraiment intéressante, et je pense que elle aura sa carte à jouer en Ligue Europa. En tout cas, je lui souhaite bonne route. Elle nous a vraiment posé des problèmes, surtout en première mi-temps, où ils ont mis de l'intensité. Au niveau des courses, on a pu voir qu'ils ont des joueurs qui sont ultra rapides, parce que Kipembe, c'est pas le plus lent de l'équipe. On l'a vu se faire littéralement dégommer de vitesse par les défenseurs, par les Asliki par exemple, ou par Ismail Assar. Ils l'ont complètement débordé au moins 3 fois. Donc quand moi je prends en référence Kipembe, parce que c'est un joueur très très rapide aussi, même Marquinhos qui est super rapide, je l'ai vu en chier sur des retours défensifs. Donc c'est quand même assez intéressant de voir qu'on a été capable de tenir la dragée, surtout quand on était mené, et que à un moment donné ils pouvaient mettre, on va dire, ce deuxième but qui aurait pu nous faire basculer. Et ben voilà, un peu comme notre devise, fluctuant avec margiture. Voilà. Il est battu par les flots, mais ne coule pas. Et ben, c'est un peu ce qui s'est passé. On a un peu plié, mais on n'a pas rompu. On a laissé passer l'orage, et puis après, en deuxième mi-temps, Mister Tuchel a fait le nécessaire. Il a refait du coaching en replaçant Neymar dans l'axe, et Neymar, du coup, a fait une excellente deuxième mi-temps. C'est vrai. Et ça a été vraiment intéressant. À l'origine d'ailleurs du deuxième but.
Ouais, où il Ah, place oui. Meunier sur arbitre. Il a vraiment fait une deuxième mi-temps à l'opposé de sa première où il a un peu voulu en faire et il s'est un peu encastré dans l'axe. Là, pour le coup, en deuxième mi-temps, avec son remplacement, il est parti de beaucoup plus loin et il était au niveau de la vista et au niveau des espaces qu'il avait, il était un peu plus libre. Voilà. Ouais. Ouais, donc pour reprendre un peu l'analyse sur ce match-là de mon côté, si je devais faire une analyse là-dessus, ça aurait été que oui, c'est vrai on a fait quand même pas mal le dos rond face à une équipe qui a poussé en face, une très bonne équipe de Rennes qui était bien positionnée, un Sabri Lamouchi qui a franchement pour moi fait le coaching idée parfait pour ce genre de rencontre-là, surtout que pour eux c'est quand même le match de leur vie. Sur la saison, rencontrer le Paris Saint-Germain, c'est comme rencontrer le Real ou le Barça, c'est des grosses écuries où tu rencontres des stars sur ton terrain, donc forcément c'est pas le même engouement, c'est pas même pour les joueurs, ils jouent face à des adversaires qui sont leur idole aussi, donc pour certains. Donc voilà, moi je trouve que sur ce match-là, on a fait le dos rond pendant la première période que j'ai trouvé assez fébrile, assez lente. Médiocre, hein, on peut le Ouais, dire. voilà, médiocre. Pourquoi? Parce que je trouvais que ça réfléchissait trop, ça faisait trop de touches de balle avant de faire la passe. Il y avait pas assez de mouvement. J'ai pas vu trop de jeu dans ce qui faisait la force quand même du Paris Saint-Germain. C'était surtout le jeu à une touche de balle en triangle. Je ne l'ai pas vu sur la première mi-temps. On a vu qu'il y a eu beaucoup de mal sur le côté gauche. Bernat, euh, qui offensivement, j'ai l'impression, a un peu de mal à se coordonner avec Neymar, parce que Neymar aussi de l'autre côté, c'est pas un joueur qui fait beaucoup de repli défensif. Bernat qui est un joueur qui offensivement est capable d'être, je pense, supérieur à Kurzawa, mais à contrario, je sais pas, tu me coupes si jamais tu penses que j'ai tort, mais à contrario, j'ai l'impression qu'un Kurzawa peut être plus efficace qu'un Bernat actuellement par rapport à ce qu'on voit. Par rapport, je dis bien, à ce qu'on voit. Maintenant, je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps, qu'il s'acclimate. Il a eu beaucoup de temps de blessures sur les dernières saisons. Il y a un nouveau, voilà, c'est un nouveau club, une nouvelle culture, un nouveau pays. Je le dis très souvent, mais c'est parce que ça reste des humains les joueurs et que il y a toujours une acclimatation à avoir. On demande nous les supporters quand on a des recrutements comme ça, on demande à avoir du résultat immédiat, qu'on ait des joueurs capables de pouvoir se coordonner parfaitement avec un effectif rodé depuis déjà 5 ans ou 4 ans. Donc c'est voilà, on a tendance à être très exigeant envers nos joueurs ou envers nos recrutements. Il y a des joueurs qui ont une facilité d'assimilation et qui sont capables justement de s'intégrer rapidement. Et il y en a d'autres qui ont besoin de plus de temps, surtout quand ils viennent de blessures récurrentes. Donc voilà, moi je pense que pour Bernat, faut vraiment prendre son temps. Faut pas non plus se jeter sur lui, même si sur la première mi-temps, je l'ai trouvé, c'est vrai, pas bon. Voilà, je l'ai trouvé pas bon. Sur le match face à Liverpool, j'ai trouvé des belles choses. Je l'ai pas trouvé excellent, mais j'ai trouvé qu'il y avait des belles choses, qu'il était très très technique et que ça pouvait nous apporter quelque chose sur la saison. Là, sur ce match-là, la première, comme j'ai dit, je l'ai pas trouvé très bon, mais j'ai trouvé qu'il s'est rattrapé un petit peu quand même en deuxième mi-temps. Il a eu beaucoup de déchets, il a fait beaucoup d'erreurs aussi, mais on voit qu'il essaye de s'impliquer. Tu le vois courir partout, tu le vois essayer même quand il est dépassé parce que il y a une contre-attaque fulgurante avec une percée sur les lignes et que lui il est au milieu du terrain, tu le vois taper un sprint quand même, au moins pour récupérer le surnombre. Donc voilà, ça, ce sont des éléments que moi je remarque, je trouve qui sont très très bonnes, qui sont à mettre en sa faveur, malgré le fait que défensivement il n'était pas non plus top niveau. Pour ce qui est de la défense centrale, moi Marquinhos je l'ai trouvé très bon. Il a fait quelques petites erreurs, mais qui ont pas été non plus. Il l'a rattrapé, quoi. Sa Voilà, grosse erreur, il l'a rattrapé. ça s'est rattrapé. Il nous a sauvé quand même une frappe sur la ligne qui aurait dû se mettre en but. Et comme tu as dit, Giles, heureusement aussi que Gigi fait un boulot extraordinaire en mettant son corps en opposition pour déporter le ballon et que ça rentre, au lieu de rentrer directement, ça se dévie vers Marquinhos. Donc voilà, si je devais retenir sur cette défense avec le gardien, moi j'ai trouvé excellent. Voilà, Buffon qui est pour moi l'un des meilleurs gardiens encore au monde parce que c'est un des seuls gardiens qui descend aussi vite au sol, qui est autant réactif, qui a une bonne vision de jeu aussi.
Marquinhos, bon dans l'ensemble, un peu, enfin voilà, il y a rien à dire sur lui. Et Kipembe qui a peiné parce qu'il se faisait déborder très régulièrement par comment il s'appelle, Mbanyang. Nyang. Voilà, Mbanyang, et qui s'est fait prendre de vitesse un nombre incalculable de fois pendant les deux mi-temps. Et puis sur les côtés, évidemment, bah, de Bernat, j'en ai parlé. Et Meunier, que j'ai trouvé exceptionnel sur ce match-là. Pour moi, qui est même l'homme du match, qui a tout fait, qui a défendu, qui a fait de la récup, qui a été offensif, qui a créé des occasions, qui a mené le surnom. Qui a sonné un peu la révolte. Voilà, qui s'est montré, qui a dit c'est le moment, on y va. Allez, on y va. Et voilà, Meunier, franchement, homme du match. Voilà, pour moi, il n'y a même pas à discuter là-dessus. Après, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, je suis assez d'accord avec toi. Concernant Bernat, sa première mi-temps, je l'ai trouvé, oui, comme toi, médiocre, assez insipide. Bon, on voit que c'est quand même un Espagnol. Il a du ballon, il est formé en Espagne. Tu vois que c'est quand même, il a du ballon, il est technique. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est un mec, tu peux lui donner un ballon, tu sais que il va pas en faire de la bouillie, quoi. Donc, contrairement à certains arrières latéraux, malheureusement. Mais pour le coup, en deuxième mi-temps, il a bien rectifié le tir. Et, je sais pas si t'as vu à un moment donné, il fait un retour avec un tacle rageur qui donne un corner, justement sur, je crois que c'était sur Léa Sliti, où il fait vraiment un très très bon retour défensif. Il y a aussi à un moment donné, bah, quand il se prend son carton jaune, où il est bien agressif en mettant les coudes devant. Donc ça laisse augurer de bonnes choses. Il faut le laisser tranquille. C'est un joueur qui en deux saisons a fait deux saisons quasiment blanches. Il faut qu'il récupère. Le mec, il est pas magicien. Tu récupères pas de deux saisons blanches. Comme ça, Athème est resté un an sans jouer. Quand il est rentré aujourd'hui, on a vu encore des carences, même s'il a eu quelques fulgurances et il a failli mettre un très beau but contre nous, avec une belle frappe, bon, qui était un peu excentrée, mais un peu excentrée, mais qui était quand même, qui a montré de quoi il sera capable à l'avenir. Donc voilà, un peu à son image, bah, tu reviens pas de 2 ans de saison quasiment blanche comme ça avec un rythme tout de suite. Donc il faut qu'il prenne ses marques et puis c'est pas mauvais, je trouve dans son positionnement, j'ai vu Berchiche se faire dépasser de la même sorte l'année dernière, exactement de la même façon. Il a un peu la même façon de défendre que Berchiche d'ailleurs. C'est-à-dire comme ça, en mettant les bras derrière, en utilisant beaucoup de recul frein. Après, c'est le style espagnol, hein. Jordi Alba, il est pas plus meilleur, on va dire, entre guillemets, défensivement, hein. C'est offensivement qu'ils font la différence. Et voilà, défensivement après ils ont quasiment tous à peu près le même niveau. Ça reste voilà des joueurs offensifs qui ont un peu de ballon et qui sont capables d'apporter le surnombre. Donc quand il sera, on va dire comme un poisson dans l'eau, eh ben on verra bien. Maintenant il a quand même la difficulté d'avoir Neymar devant lui. Et quand on connaît Neymar et ses reculs défensifs, c'est pas une bête de course, hein. Donc c'est pas évident pour lui de se retrouver des fois en 1 contre 1 ou en 2 contre 1. Forcément déjà en 1 contre 1 c'est pas évident, alors en 2 contre 1, bien évidemment ça aide pas. Ça aide pas et puis encore une fois on voit quand même que sur le joueur, c'est pas le joueur qui traîne la patte, quoi. On le voit courir partout, on le voit essayer de se rattraper quand il fait une erreur. On le voit appliquer. On peut lui reconnaître ça. Je céderai pas aux sirènes des médias parce que je sais pas si t'as remarqué, mais les commentateurs, ils en ont un peu fait leur tête de turc. Je sais pas pourquoi, ils disent qu'ils sont pas convaincus et ci et ça. Je préfère lui laisser du temps et ne pas être tout de suite. Moi, je me souviens d'un joueur qui fait son premier match et que il se fait défoncer la gueule par Pierre Ménès qui lui met une vieille note. Et c'était son premier match au PSG. Il dit je suis absolument pas convaincu par ce joueur. Et avec le temps, ce joueur deviendra Marco Verratti. Ouais, voilà. C'est vrai. Et ça, c'était le premier match de Verratti au PSG où le mec se fait défoncer. Donc ne croyez pas. La presse, des fois, ils aiment bien prendre un peu une tête de turc et puis après, et puis il y a le lobbying français aussi, parce qu'ils militent aussi pour des joueurs français pour qu'ils soient bien évidemment remis en selle dès qu'ils seront de retour. Donc
il faut pas oublier ça. Donc sinon concernant tes autres analyses, bah écoute, Kipembe, bon, t'as dit. Marquinhos a fait quelques erreurs, il s'est plutôt bien rattrapé. Il fallait qu'il reprenne ses repères en défense. Buffon, que dire? Buffon, quoi. Gigi. C'est un tueur. Gigi Lamoroso, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire sur Gigi? Le patron, mon pote, quand il est là, il rassure tout le monde, il est bien, il est rassurant. Ah, taille patron, taille patron. Il dégage une sérénité, il fait du bien, tu vois. Non, mais tu vois aussi, Vraiment, tu vois, je sais pas si t'as remarqué, et ça, c'est l'une des choses qui m'a, moi, c'est pas que ça m'a choqué, mais j'avais pas l'habitude de voir ça. Marquinhos, qui est quand même un joueur qui, mine de rien, même si il peut être capable d'être très bon, a souvent aussi cette inquiétude de derrière moi, il n'y a plus personne, ou j'ai tendance à dégager un peu en catastrophe. Et je sais pas si t'as remarqué, et il y a qu'avec Gigi qu'il l'a fait, et il l'a fait 3 ou 4 fois sur le match, de refaire des remises de la tête sur le gardien. Ça, c'est des choses que tu fais quand tu es ultra serein et sûr à 100% que ton gardien derrière, il est concentré à mort, quoi. Et il le fait qu'avec lui, quoi. Je l'ai pas vu le faire avec Areola, ça, tu vois. Mais justement, enfin, Gigi, tu vois qu'en plus de ça, ses arrêts, ses parades qu'il a fait là, ou ses interventions, il y a un moment donné, il gagne aussi, on va dire pas un face à face, mais il empêche bien le René, tu sais, quand il bouge son angle sans toucher le ballon, et il empêche le René de cadrer, et le mec tire dans le petit filet à côté. Tu vois, il est capable, on va dire, de par son placement et autres, de faire chier les adversaires. Donc, je pense que Buffon, voilà, il apporte une vraie sérénité à l'équipe. Alors, je sais qu'il y a des pros Areola, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'Areola c'est un Titi et autres, mais Titi ou pas, à un moment donné, il faut regarder les compétences et il faut regarder aussi l'apport, on va dire, entre guillemets, les arrêts qu'il a fait. Ah oui. Regardez au moment où il les fait, c'est des moments clés à chaque fois. Et il fait l'arrêt qu'il faut au bon moment. Il a pas à intervenir beaucoup, mais quand il le fait, il le fait bien. Donc voilà, il y a rien à dire là-dessus. Pour moi, voilà quoi, bonne pioche et je pense que c'est un joueur qui va nous faire beaucoup de bien. Et sur Meunier, bah écoute, Meunier super quoi. Meunier, ça a été un des rares à sonner la charge quand il le fallait à un moment donné, même en fin de première mi-temps, c'est lui qui s'est rebellé toujours vers l'avant. À chaque fois qu'on a récupéré le ballon, c'est lui qui a cherché le duel, qui a cherché à combiner. Je trouve qu'il a plutôt bien combiné avec Draxler, ça apporte d'ailleurs le but égalisateur de Di Maria, c'est une combinaison entre Meunier et Draxler avec le centre de Draxler. Et donc et après bah forcément en début de deuxième mi-temps, ce que Cavani a raté en tirant sur le poteau, lui ne l'a pas loupé, donc il a encore ses réflexes d'attaquant. C'est quand même Meunier, c'est quand même un joueur sur lequel il sera intéressant de se pencher un jour. C'est quand même un joueur un latéral, bon, un ancien attaquant certes, mais qui est vraiment décisif, et que ce soit avec la Belgique ou avec le PSG, c'est vraiment un joueur qui est souvent très très décisif et que il cadre beaucoup de ballons et il sait marquer des buts importants. On l'avait vu l'année dernière contre Dijon, on l'avait déjà vu en Champions League où il s'était illustré. C'est quand même un joueur qui est quand même, je trouve moi, super intéressant. Bien sûr, bien sûr. Meunier est très... Voilà, malgré ce qu'on a pu penser ou dire ou quoi que ce soit, enfin ce qui s'est passé la saison dernière, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Maintenant, pour le football, Meunier a rarement été, tu vois, c'est nonchalant comme on peut voir sur certains joueurs. Là, il nous l'a montré encore aujourd'hui. Il dort pas, Meunier. Il se défonce. Il veut sa place et il essaye de tout faire. Il le montre qu'il veut sa place et qu'il veut la garder surtout. Parce que là, pour l'instant, à Dani Alves, il est encore blessé. Mais Dani Alves revient à grands pas et que il y a toujours la menace Dani Alves derrière lui. Donc, même si je ne pense pas que Dani Alves arrive à le déloger pour l'instant, vu les performances qu'il donne, on verra par la suite. On verra. Mais c'est bien qu'il y ait une bonne concurrence aussi, mais que Meunier commence à passer le pas au Paris Saint-Germain, tout simplement. Donc, si ça ne te dérange pas, on va passer... sur les tops et les flops, parce que je trouve que ce serait pas mal de faire un top et flop sur les Parisiens sur ce match-là.
N'oubliez pas que après ça, on fera une foire aux questions, comme on dit, où là, je vais vraiment lire tous vos commentaires. Donc n'hésitez pas, au moment où on lancera la foire aux questions, de poser vos questions ou tout simplement de donner votre analyse que je lirai, évidemment, au maximum, le plus possible. Et puis comme ça, on finira sur une bonne note avec vous. Allez, on est parti, on va faire les tops et les flops. Donc, les tops et les flops, on va commencer par quoi? On va commencer par les tops? Par le flop, moi je préfère commencer par le mauvais et finir par le bon. Alors flop, dans mon grand désespoir, moi j'en ai un. Alors t'en as un, vas-y, allez, donne le premier pour toi. Cavani, dans mon grand désespoir. Ouais, j'aurais pensé pareil. J'ai hésité, mais pendant tout le match j'ai hésité. Et puis je me suis dit, quand je regardais un peu la prestation de chaque joueur, bah, je me suis dit, si on doit se baser pas sur celui qui a été catastrophique, mais celui qui pourrait faire partie du top 3, bah ouais, il y avait Cavani dedans. Voilà, il y avait Cavani dedans pour moi. Donc alors toi, quelles sont les raisons pour toi? Bah écoute, Cavani, méconnaissable, hein, pas trop de retour défensif, sauf sur les phases défensives, genre les coups de pied arrêtés et autres, où là forcément il revient, mais très peu impliqué. Brouillon, des mauvais choix, réfléchit trop, tergiverse trop. Il y a 4-5 occasions où il peut tirer sans se prendre la tête. Et pour le coup, je sais pas, il tergiverse, il se prend le chou, et puis nerveux, il se plaint, à contester, à se plaindre. Bon après, hein, c'est pas nouveau, il l'a déjà fait au PSG, mais là vraiment nerveux pour pas grand chose, j'ai trouvé. Parce que le match en lui-même, certes, il y a eu de l'intensité, mais il s'est pas joué, on va dire, entre guillemets, dans une mauvaise ambiance. Il y a bien eu la prise de bec entre Draxler et Ben Sebaini, mais ça va, c'est pas, tu vois, c'est terminé un jour. Chacun a pris sa biscotte et puis chacun est reparti dans son coin. Et puis ça montre aussi qu'il y a un peu de tempérament, c'est bien, ça montre que c'est pas non plus, on joue pas entre copines, hein, on y va, on va à la confrontation et puis quitte à gueuler, on voit qui c'est qui gueule le plus fort, voilà, c'est tout. Bon bah voilà. Par contre Cavani, c'est vrai que d'habitude quand il voit qu'il ne peut pas avoir le ballon sur de l'offensif, a tendance à reculer pour jouer en pivot, récupérer le ballon, mettre le surnombre au niveau du milieu, faire du repli défensif, des fois même trop de repli défensif, au point qu'il soit même plus à son poste tellement il est en repli quoi. Et ben là on le voit pas, on le voit devant, attendre le ballon, faire des appels certes, mais rester devant, rester tout le temps devant. Alors est-ce que c'est une consigne de Tourelle? Je ne sais pas, on peut pas trop le savoir d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on voit un autre, là depuis 2-3 matchs, on voit un autre visage de Cavani qui est pas forcément plaisant par rapport à ce qu'on connaît de lui et ce qu'il est capable de faire et ce qu'il a été capable de nous faire l'année dernière. Est-ce que c'est un démarrage un petit peu plus lent que l'année dernière ou que les années précédentes parce que l'âge joue ou autre, ou que les entraînements le fatiguent davantage, j'en sais rien, je peux pas, enfin ça va être compliqué de dire. Maintenant, pareil que pour les autres joueurs, on va attendre. Sauf que lui, on sait ce qu'on est capable d'avoir avec Cavani. C'est d'où la déception et le fait qu'il, voilà, pour moi et apparemment pour Jals aussi, mérite de faire partir des flops. Alors deuxième flop, moi j'avais mis Bernat. Je pense que je sais pas qu'est-ce que tu penses. Par rapport à sa première mi-temps, j'en mettrais ex aequo, parce que je vais te donner mon top 3 hein, de toute façon. Mon podium, hein, c'est Cavani, Bernat et le Duc. Hein, voilà. Toi, t'avais mis Rabiot. Moi, j'ai le même, sauf que à la place de Rabiot, moi, j'ai trouvé j'avais mis je mettais Kimpembe. Voilà, Kimpembe qui pour moi s'est trop fait déborder, a trop laissé des contre-attaques dangereuses se faire dans son dos. Voilà, j'ai trouvé un peu trop limite. Pareil, le fait qu'il remonte pas assez, qu'il joue pas assez le hors-jeu, comme beaucoup de défenseurs font, comme Thiago Silva fait énormément. Il a pas beaucoup joué le hors-jeu, surtout sur des transmissions comme ça aussi longues. Il pourrait jouer le hors-jeu, il l'a pas fait, et au contraire, il se faisait déborder et prendre de vitesse. Donc pour moi, Kimpembe était dans mon flop. Il la joue un peu trop facile, je trouve. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Et après, c'est vrai que Rabiot, je suis aussi d'accord, mais pour moi, il est un cran encore. Enfin voilà, il a quand même montré un peu plus de belles choses par son poste. C'est un peu son poste de milieu qui le sauve par rapport aux prestations.
par rapport à Kipembe. Bah, après, juste comme ça, c'est pas un flop. Je vais pas le placer dans les flops parce qu'il revient aussi de blessures et autres et qu'il a eu une longue période d'inactivité. Mais j'ai pas trouvé qu'il était dans son meilleur élément, qu'il a fait son meilleur match. C'est Verratti. D'ailleurs, s'il sort, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. J'ai trouvé qu'il a fait des pertes de balles très dangereuses. Plusieurs fois, il a voulu y aller tout seul et dribbler tout seul. Et c'était quand même, je pense, assez arrogant et assez risqué face à la vitesse des Rennais. On s'est assez vite fait contrer. Et Rabiot, justement, je reproche la même chose, où il a fait des pertes de balles assez dangereuses aussi en essayant de mettre le pied sur le ballon. Il cherche pas à rythmer un peu les choses, à donner vraiment de l'intensité, parce qu'il faut pas oublier que normalement, même en sentinelle, ce sont normalement les premières rampes de lancement. Et cet après-midi, cruellement, ça a manqué, malheureusement, on va dire, de liant entre le milieu et les attaquants. Alors, il y a Draxler qui est bien descendu et qui a fait un petit peu cet essuie-glace. Et justement, après le remplacement de Tuchel vis-à-vis de ses remplacements, bah, ça a fait, on va dire, la différence. Voilà. Après, là, en lisant un peu les commentaires, c'est vrai qu'il y en a. C'est vrai que vous avez raison aussi, je vais lire, hein, parce que, évidemment, on n'est pas tous d'accord. Je peux avoir une analyse sur le moment, parce que c'est bon, voilà, moi c'est comme ça que j'ai vécu le match, comme beaucoup ont une vision du match. Là, par exemple, Jonathan qui n'est pas d'accord du tout, qui dit que, tout simplement, Kipembe, il s'est fait déborder car il était à la place de Bernat, qui lui était trop, qu'il fallait arrêter les conneries, il est toujours présent là. Là, il n'a pas fait un match extraordinaire, vous le tapez dessus, faut arrêter. Non, on tape pas, faut arrêter. Là, par contre, Jonathan, c'est moi qui t'arrête. Ici, on tape pas les joueurs, on dit les choses comme elles sont, mais on ne les tape pas, on n'est pas là, t'es pas sur le live de certains. On n'a pas dit qu'il était dégueulasse. Mais non, on n'a pas dit ça non plus. On fait une analyse, il s'est fait déborder. Prouve-moi le contraire. Si il s'est fait déborder, peu importe les raisons pour lesquelles il s'est fait déborder, que ce soit parce que l'autre, son coéquipier, n'était pas à sa place ou autre, quoi qu'il arrive, le débordement a eu lieu. Point barre, c'est tout. Ça reste des faits. On se base que sur des faits. Maintenant, on ne dit pas non plus qu'il a été dégueulasse. On ne dit pas non plus que ça a été une grosse merde. C'est pas des langages que t'auras ici sur ce type de live. Si tu les as sur d'autres lives, ce sera les lives, ces lives-là où il faudra qu'ils assument, mais en tout cas, non, ici, on ne tape pas sur les joueurs. On dit les choses comme elles sont, rien de plus. Maintenant, qu'on soit pas d'accord sur un top flop, c'est normal, il y a 11 joueurs au Paris Saint-Germain, vous avez tous votre sensibilité par rapport à chaque joueur et tout, et que les top flops sont pas forcément les mêmes pour tout le monde, et ça veut pas dire que il y en a que un qui est vrai, il n'y a pas de un top flop vrai. Bien sûr, c'est subjectif, hein, c'est selon la perception de chacun, c'est comme la beauté. Hein. Exactement, tout à fait. D'ailleurs, moi, je veux passer au top tout de suite. Pour le top, je vais te le donner d'un coup. Tu me dis toi, tu me donnes le tien derrière. Moi, pour les tops, j'avais envie de mettre donc Buffon, voilà, en Meunier, Buffon, Meunier et Di Maria, mine de rien par rapport à ses prestations, qui mérite cette place-là. Pas que par ce match-là, même si il n'a pas été non plus exceptionnel dans le jeu en lui-même, et c'est vrai, faut le dire, il n'a pas été exceptionnel, c'est un peu, d'ailleurs, ces statistiques qui cachent un petit peu le jeu un peu moyen qu'il apporte, mais mine de rien, voilà, il est présent, il reste décisif, on peut pas lui retirer, enfin voilà, qu'est-ce que t'en penses ? Écoute, Gigi, Meunier, ça y a pas de problème, je te suis. Sur Di Maria, je nuance parce que niveau jeu, je trouve qu'il a déjà perdu beaucoup de ballons faciles. Il en a perdu énormément, ouais. Un peu comme Neymar aussi qui a perdu énormément. Première mi-temps. Mais ils ont eu le même problème, même en deuxième, avec des passes pas appuyées, un peu de nonchalance. Mais ces deux-là, ils ont ce même problème. Après, c'est le problème des artistes, c'est que des fois ils ont des nonchalances. Mais c'est ça. Après, c'est ça les vrais artistes, les vrais joueurs, on va dire, qui sont capables à un moment donné de fulgurance, c'est que aussi à un moment donné ils sont capables de faire de la grosse merde. Et malheureusement, ça fait partie de la panoplie des joueurs. Ed Ben Arfa de l'autre côté aussi, il a fait 2-3 pertes de balles hyper dangereuses. Alors que tout le monde sait que c'est un artiste à la base, donc c'est comme ça, il faut l'accepter. Moi, comme je t'ai dit, je vais mettre Meunier en premier, je vais mettre Gigi en deuxième, et en troisième, ça va peut-être te surprendre, mais ça va être
la bouffée d'oxygène, je vais mettre Choupo-Moting. Ah, je savais que t'allais le mettre. Je sais pas pourquoi Ah je le savais. ouais, bah oui. Parce qu'on bah peut pas, écoute, là, après, sur ce match-là, on est obligé de le dire, on est obligé de... Moi, je j'attendais suis la obligé fin de pour le en citer. parler, mais Choupo-Moting quand même, les gars. C'est le Choupo-Moting, joueur... je le mets dans le top. Il rentre, Ah oui, il se prend pas le chou, boum, contrôle, frappe à l'allemande, boum, bien sûr. une mine. Une mine, Bon, bien sûr. Et puis il c'est pas apporte. pris le chou. Il a fait quoi? Il a fait 5 minutes à Liverpool. Et franchement, moi j'ai trouvé que il apportait vraiment un bol d'air à l'équipe, un 109, un coup d'électrocution, tu vois. Le mec qui va, hein, qui est physique. En plus, qui joue de son physique, et ça c'est très très bien. Un peu à l'image d'un certain Ibrahimovic, moi je trouve, même limite par moment. Je parle en termes physiques, hein, je parle pas en termes techniques. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé là ce qu'il nous a fait encore sur le peu de temps qu'il a eu, en peu de temps montrer qu'il est capable d'avoir de la technique en surface et surtout de marquer. Voilà, moi j'ai trouvé ça génial et on voit Premier match en Ligue 1, voilà, premier but. Hein. premier match C'est en bon. Ligue 1, premier but pour Choupo-Moting, pour le joueur que tout le monde, je dis bien tout le monde, parce que je mets au défi quelqu'un qui sait pas, qui a pas rigolé sur son nom ou qui s'est pas foutu de la gueule de ce recrutement là. À se dire pourquoi on recrute un joueur comme ça, et ben mine de rien Tourelle, et il a des cartes, et il connaît ses cartes et c'est bien, c'est très prometteur parce que ça veut dire que c'est un coach qui connaît ses joueurs et qui apprend de ses joueurs, donc c'est génial, ça laisse vraiment de bon augure. Et quand on voit tous les joueurs qui ont été félicités Choupo-Moting, on voit aussi indirectement l'intégration de ce joueur-là, cet international camerounais, qui s'est parfaitement réalisé au sein du Paris Saint-Germain. Et ça, c'est bon pour l'effectif, c'est bon pour le collectif. Donc c'est, voilà, moi, très très bonne pioche pour l'instant, parce qu'on n'est pas à l'abri non plus qu'il s'écrase la gueule, hein, évidemment. Mais pour Écoute, l'instant, très bonne surprise. Ah, Jazz nous a quitté, je viens de le voir. On va essayer de le recontacter. Peut-être qu'il a plus de batterie. Tout simplement. Oui, tu m'as raccroché au nez. Non, tu t'es raccroché au nez. Ah non, certainement pas. Non, Ah, je t'assure. non, je sais pas. Alors, ça a coupé net. Ça a coupé net. Donc, Bon, c'est pas grave. ouais. Allez, on est Juste, sur le j'étais en Choupo. train de parler, je disais, ouais, écoute, de toute façon, très très bonne pioche, parce qu'il est arrivé libre. Donc, Ah oui, pour nous, quel est le risque en réalité? Rien. juste Donc, son salaire. quand bien même les gens parleraient de flop, un flop gratuit, bah écoute, je veux bien rire, hein. Ouais, à part son salaire, non, Je préfère, on perd rien, quoi. je préfère un flop comme ça que Ressé, hein. Ah oui, Voilà. c'est clair. Pressé. Ouais, c'est un magicien, ce joueur. Bref, on va pas en parler, ça sert à rien, on va pas gâcher le live non plus. Donc voilà, ça c'était notre top flop. D'ailleurs, on va passer maintenant sur vous. On va commencer à lire un petit peu hein, les commentaires pour leur répondre, pour finir là-dessus. Je pense qu'on a été pas mal dans le détail, on a parlé un peu de tout le monde. On n'a pas parlé de Draxler, tiens, qu'est-ce que t'as pensé de Draxler? Écoute, Draxler, moi c'est un joueur de toute façon que j'aime bien, j'aime beaucoup. Je Mhm. trouve que c'est un joueur qui aurait sa place n'importe où. Dans une autre équipe, bah, déjà en Ligue 1, il aurait sa place bien évidemment largement partout. C'est un joueur qui est là, qui est toujours, on va dire, au rendez-vous. Malheureusement, bon bah il a le problème de Draxler, il l'a depuis sa jeunesse, c'est que des fois bah, il disparaît. Il disparaît en cours de route. Des fois, tu as des périodes d'inactivité, tu le vois plus. Et puis après, bah, tu le revois. Donc, s'il pouvait avoir plus de régularité à ce niveau-là, ce serait vraiment un super joueur. Après, je pense qu'il est bien géré par Tuchel. Je pense que Tuchel en fait une bonne gestion, mine de rien. Donc, après, à voir. Mais bon, il fait quand même une super combinaison avec Meunier et donne un très bon ballon à Di Maria. Tu sais, un très bon ballon. Tu le reconnais quand le joueur arrive à le reprendre sans contrôle, sans rien. Tu sais que c'est un très bon ballon. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Non, moi Donc y a j'aime pas bien de ce problème. joueur aussi. Moi j'aime bien ce joueur aussi. Et puis c'est un joueur qui aime beaucoup Paris. Pour ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux, c'est un vrai amoureux de Paris. Il aime la ville, il aime la culture française. C'est un joueur qu'on a souvent donné sur le départ, mais lui n'a jamais eu aucune. Et ça, je parle surtout contrôle-toi, le produit mercato. C'est un joueur qui n'a absolument jamais eu aucune velléité de départ. Jamais. Oui, aucune. Jamais, ça ne lui a jamais traversé l'esprit. Non.
Il y a certains joueurs comme ça, hein, malgré ce qu'on peut lire, qui n'ont pas pensé au départ, tout simplement, qui n'y ont pas pensé et qui n'y pensent pas et qui étaient déjà concentrés sur la saison à Paris. Et Verratti en a fait partie aussi cette année, malgré les nombreuses sollicitations qu'il a eues pendant le mercato. Il n'a pas bougé d'une oreille, il a décliné toute offre venant de tout club. Et c'est pas des petits clubs, hein, évidemment, on parle pas de Valence ou des clubs comme ça, on parle de gros clubs. Et donc voilà, on a des joueurs qui cette année ont montré aussi leur intérêt de rester au Paris Saint-Germain. Et c'est très bien aussi, c'est très bien pour le Paris Saint-Germain de voir que nos joueurs ont envie de rester, de s'imposer et de réussir au Paris Saint-Germain. Donc pour les top flops, je pense qu'on avait fini, hein, de toute façon. Donc là, je vais lire un petit peu les commentaires, voir un peu ce qui se dit pour finir là-dessus. Donc ouais, ils sont plutôt d'accord, hein. Il se bat pour Choupeau, pour Rémi. Nénès qui nous dit Choupeau, belle découverte. Chris qui nous dit qui t'appelle, qui dit Just Parinaziano 23h55. C'est peut-être un message, tu dois savoir ce que ça veut dire. Ouais. T'inquiète pas, je sais de quoi il parle, je sais à quoi il fait allusion. Big up Chris. Voilà. Choupo-Moting pour Jonathan, tout le monde l'a critiqué, en attendant il est présent. Donc oui, effectivement, t'as raison, et c'est vrai, et c'est tout à fait vrai, et j'espère que ça va continuer comme ça sur les prochains matchs. Matt, salut à toi frérot. Choupo deviendra le meilleur buteur de l'histoire du PSG, vous verrez, lol. Il a un peu de chemin quand même à parcourir. Il a un peu de retard quand même, il a quand même presque l'âge de Cavani quand même. Si déjà il arrive, franchement, s'il arrive déjà à être dans le top 6, top 7 de la Ligue 1 en buteur, moi ça me va parfaitement, hein. C'est-à-dire qu'il aura planté au moins ses 10-12 buts, ça m'ira très très bien. Rémi qui me dit normal, on ne le connaissait pas. Loïc qui dit Tourelle, il connaît bien, c'est pour ça qu'on l'a recruté. Cédric qui nous dit perso, je ne connaissais pas ce joueur, honnêtement, la télé c'est récurrent. Ah non, j'ai lu deux messages en même temps. Perso, je ne connaissais pas ce joueur, honnêtement, je me suis dit à voir. Et derrière, Anthony qui répond Di Maria, je trouve, il joue trop perso, pas assez collectif, il lève peu la tête, c'est récurrent. Voilà, c'est ça le message. Julien qui nous dit il pique juste la place à Wea. Donc voilà, Julien qui met en avant le fait que le recrutement de ça va tourner les gars, ça va tourner, c'est encore le début de saison, l'équipe elle est encore en rodage. Et attendez qu'on prenne suffisamment d'avance en Ligue 1, il va y avoir les coupes qui vont arriver aussi et tout, il y aura du temps de jeu pour tout le monde, donc il y a pas de piquer la place ou quoi que ce soit, c'est un groupe les frères. Faut pas penser comme ça, si on pense comme ça, on n'arrivera à rien. Faut vraiment avoir l'esprit groupe. Encore une fois, par exemple, on va encore me dire que j'en fais trop avec Tuchel, mais regardez encore là comment il a rectifié le tir à la mi-temps et que on fait une deuxième mi-temps complètement différente de la première mi-temps avec Emery. Voilà, on aurait pris ce but-là, peut-être qu'on aurait sombré en prenant un deuxième but. C'est vrai. Il apporte, on va dire, entre guillemets, de la stabilité, il apporte, on va dire, voilà, de la sécurité. Et même contre Liverpool, il a réussi à inverser la tendance, on a réussi à égaliser. Donc, on a l'impression qu'on a affaire à un coach qui est pas perdu, qui sait ce qu'il fait. Il panique pas, vous l'avez vu, il était là, il paniquait pas, il était assis tranquille, il analysait. Voilà, comme s'il était sûr de ses forces, et ça, je pense que c'est quand même important de pas avoir un entraîneur qui est là, qui gesticule, qui grimace, qui fait transpirer son stress. J'aime beaucoup Tuchel. Je trouve que c'est vraiment un entraîneur on a l'impression qu'il sait où il va. Voilà. Exact. Et d'ailleurs, j'ai envie qu'on finisse sur cette note-là. Donc, je vais vous retrouver sur le Discord, hein, pour ceux qui veulent venir. On va finir just là-dessus. On va se retrouver sur le Discord de la page pour débattre tous ensemble. Comme ça, vous pourrez directement communiquer avec nous. Puisque c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, Discord, c'est une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone ou que vous pouvez trouver si vous êtes sur PC, sur PC. Vous venez nous voir. Un de ceux qui est dans... que ce soit moi, que ce soit Giles Parisiano ou d'autres qui sont déjà sur le Discord, on vous envoie une adresse d'invitation, vous avez juste à cliquer dessus, vous rejoignez le groupe et vous venez sur le chat vocal et on est tous là, discuter tous ensemble. C'est un gros chat vocal, un peu comme un Skype géant où en fait on est tous là, discuter, débattre sur le match, débattre sur la vie du Paris Saint-Germain. On se donne des infos mutuelles parce qu'il y a des connaisseurs
Il y a des vrais connaisseurs sur le Discord avec qui on partage, on donne et il y a même des médias qui sont sur le Discord avec qui on discute et qu'on partage. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas. Et puis ça permet de faire grandir la famille parisienne. Donc sur ce, merci Giles d'avoir participé, d'avoir accepté l'invitation et d'avoir participé au Il n'y a pas de problème. Bonne journée, bon dimanche à vous. Voilà. Et puis ce soir, un petit match nul entre les quenelles et les sardines, on est preneurs. Hein. Exactement, même si on sait que ça va pas jouer beaucoup pour nous. Mais voilà, que c'est moi j'arrive pas à me dire ouais je veux que Lyon gagne, j'ai pas envie de me dire non plus mais je veux que Marseille gagne. C'est pour ça. Donc voilà, s'ils peuvent faire un match nul avec 3 cartons rouges chacun et 3 blessés chacun, ça me va bien. Voilà, ça me va bien. Donc voilà, sur ces belles petites paroles, on vous laisse et on vous retrouve sur Discord dans 5 minutes. Ouais, le temps de se mettre dessus. Dans 5 minutes, on se retrouve sur Discord. Merci à vous d'avoir participé. Et puis salut à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine, donc à partir de mercredi soir pour le live débrief du match PSG Reims qui aura lieu au Parc des Princes évidemment. Merci beaucoup. Merci à toi Giles. Merci à vous la famille. Merci. Et on vous dit à très bientôt. Ciao la famille.